Sigmund Freud ne fut pas un observateur passif de la réalité. Il fut, selon ses propres mots, un conquérant. Pour saisir l'ampleur de son ambition, il faut se replacer dans la petite ville de Freiberg, aujourd'hui en République tchèque, où, en 1856, naquit un enfant enveloppé dans une membrane amniotique, signe qui, d'après la superstition locale, annonçait un destin hors du commun. Sa mère, Amalia Nathansson, femme de caractère et d'une vitalité débordante, projeta sur son fils aîné une adoration presque religieuse. Il était son Siggy en or. Cette conviction d'être l'élu, promis à quelque chose d'exceptionnel, insuffla à Freud une confiance inébranlable, mais sema aussi en lui l'exigence intérieure, implacable, qui l'accompagnerait jusqu'à la fin de sa vie. Le déménagement de la famille à Vienne marqua le véritable commencement de sa formation. À la fin du XIXe siècle, la capitale de l'Empire austro-hongrois était un foyer de contradictions. D'un côté, une étiquette sociale étouffante et un puritanisme catholique omniprésent, de l'autre, une effervescence intellectuelle et artistique qui commençait à ébranler les fondements mêmes de la modernité. Le jeune Freud, brillant et polyglotte, se plongea dans les études de médecine. Pourtant, il ne se sentait pas attiré par la pratique clinique ordinaire. Ce qui le fascinait, c'était le mystère de la vie dans sa forme la plus élémentaire. Durant ces années passées dans le laboratoire du physiologiste Ernst Brücke, Freud consacra des mois à disséquer des centaines d'anguilles mâles afin de localiser leurs testicules, un organe qui, jusqu'alors, échappait à la science. Cette anecdote, souvent racontée avec légèreté, constitue en réalité une clé essentielle de sa pensée future. La quête obstinée de ce qui demeure caché, de ce qui existe mais refuse de se dévoiler au premier regard. Freud cherchait le siège physique du désir, la racine biologique de la reproduction. Il comprit toutefois que le scalpel était un instrument bien trop grossier pour percer les secrets qu'il aspirait à révéler. Durant cette période, Freud éprouva également la tension d'être juif dans une société qui, tout en permettant son ascension intellectuelle, ne cessait de lui rappeler sa condition d'étranger. Cette marginalité fut déterminante. Elle lui donna la liberté d'être un iconoclaste, d'attaquer les dogmes de la médecine viennoise avec la fougue de celui qui estime n'avoir rien à perdre. À la fin de ses études, le conquérant était prêt pour sa première grande bataille, même si celle-ci prendrait la forme inattendue d'une substance blanche et cristalline qui semblait promettre de transformer le monde. Après son retour de Paris, Freud se retrouva seul. Son ancien mentor, Joseph Breuer, lui présenta le cas d'Anna O, une jeune femme souffrant d'hallucinations et de paralysie. C'est elle qui donna au processus le nom de « cure par la parole ». Mais Freud alla plus loin que Breuer. Là où ce dernier reculait devant l'intensité émotionnelle de ses patientes, Freud s'en sentait étrangement attiré, comme un enquêteur face à une scène de crime qu'il lui faut comprendre. Pourtant, le véritable tournant survint en 1896, avec la mort de son propre père, Jacob Freud. Cet événement plongea Sigmund dans une crise d'angoisse et de questionnements existentiels. Pourquoi un homme de science ressentirait-il une peur irrationnelle de la mort après la disparition d'un père âgé? La réponse ne se trouvait pas dans les livres, mais dans ses propres souvenirs. Freud entreprit alors son auto-analyse, une descente vers les profondeurs de son enfance. Dans la solitude de son cabinet, en interprétant ses propres rêves, il mit au jour le désir interdit, la rivalité et la culpabilité. C'est durant cette période d'isolement presque total qu'il écrivit « L'interprétation des rêves », publié symboliquement en 1900, comme pour inaugurer un siècle nouveau. C'est ici qu'il introduisit le concept de contenu latent. L'idée que vos rêves ne sont pas ce qu'ils semblent être, mais des hiéroglyphes façonnés par des désirs refoulés. Pourtant, ce qui fit véritablement frémir Vienne fut son affirmation selon laquelle ces désirs trouvaient leur racine dans la sexualité, dès le berceau. Freud venait en quelque sorte de déclarer la guerre à l'innocence infantile, suggérant que dès le premier souffle, l'être humain est traversé par un faisceau de pulsions. Mais comment une société victorienne aurait-elle pu accueillir l'idée que l'amour d'un enfant pour sa mère dissimule au fond un désir de possession et d'élimination du père ? Le conquérant était sur le point de devenir l'homme le plus contesté d'Europe. Si vous pouviez ouvrir votre esprit comme on ouvre un moteur, quelle pièce y découvririez-vous ?
Freud ne se contenta pas de décrire des symptômes, il entreprit de tracer une véritable cartographie de l'âme. C'est au cours de la première décennie du XXe siècle qu'il consolida sa théorie du ça, du moi et du surmoi. Pour lui, la santé mentale ne consiste pas en l'absence de conflit, mais en un équilibre fragile au cœur d'une guerre civile permanente qui se déroule à l'intérieur de vous. Le ça est le chaudron des pulsions. Il est comme un nouveau-né éternel, guidé uniquement par le principe de plaisir. Il ne connaît ni morale, ni temporalité, ni logique. C'est la force qui vous pousse à manger, à désirer et parfois à détruire. Le surmoi est le policier intérieur. Il se construit à travers les interdits des parents et de la société. Il incarne la culpabilité à l'état pur, l'exigence de perfection qui vous punit lorsque le ça tente d'imposer sa volonté. Le moi, l'ego, est le médiateur épuisé. C'est la part de vous qui essaie de conserver son emploi, de payer ses factures et de se comporter en citoyen respectable pendant que le ça vous pousse à transgresser et que le surmoi vous accuse de ne jamais être à la hauteur. Freud découvrit que lorsque l'angoisse provoquée par cette guerre intérieure devient insupportable, le moi ment pour survivre. Vous inventez des explications à vos échecs, c'est la rationalisation, ou vous attribuez vos propres hostilités aux autres, c'est la projection. Selon Freud, vous n'êtes pas tout à fait celui ou celle que vous croyez être. Vous êtes en grande partie une construction défensive élaborée pour vous protéger de vos propres désirs obscurs. Cette idée porta un coup décisif au narcissisme humain. Non seulement nous n'étions plus le centre de l'univers grâce à Copernic, ni les souverains incontestés de la création grâce à Darwin, mais désormais nous découvrions que nous n'étions même pas maîtres de notre propre conscience. Freud ne se contentait pas d'écrire de la théorie, il rédigeait de véritables romans cliniques. Ces cas ressemblent à des dossiers où le traumatisme se dissimule sous la forme de métaphores. Pour mesurer la profondeur de sa méthode, il convient d'examiner 3 de ces cas les plus emblématiques. L'homme au rat, Ernst Lanzer, un jeune officier consulte Freud, prisonnier d'une obsession qui l'empêche de vivre. La crainte que son père et la femme qu'il aime soient torturés selon un supplice impliquant des rats affamés. Au fil d'une analyse qui dura des années, Freud parvint à montrer que les rats étaient liés symboliquement à l'argent, Raten, signifiant mensualité en allemand, mais aussi à une colère anale profondément refoulée à l'égard de son père défunt. Ce cas marqua la naissance de l'étude systématique de la névrose obsessionnelle. Et l'on peut se demander, que se passerait-il si votre peur la plus absurde dissimulait en réalité un désir de vengeance que vous n'osez pas reconnaître? L'homme au loup, Sergueï Pantchekev. Sergueï rêvait de loups blancs perchés dans un arbre, fixant leur regard sur lui. Pour Freud, il ne s'agissait pas d'un simple rêve, mais d'une véritable photographie psychique d'un événement traumatique, la scène primitive. Il supposa que, nourrisson, Sergueï avait assisté à une scène sexuelle entre ses parents et que son esprit avait figé cette image pour ne l'élaborer que des années plus tard sous la forme d'une phobie. Bien que Sergueï ne se soit jamais considéré comme véritablement guéri, ce cas établit de manière décisive l'importance fondamentale de la petite enfance dans la structuration de l'esprit adulte. 3. Le cas Dora, Ida Bauer. Dora fut le grand échec qui enseigna à Freud davantage que n'importe quel succès. Jeune femme livrée par son père à un ami de la famille comme objet de séduction, en échange de la tolérance de celui-ci envers l'infidélité paternelle, elle se trouvait prise dans un jeu d'intérêt qui la dépassait. Freud se concentra avec insistance sur les symboles sexuels présents dans ses rêves, négligeant le fait que Dora était avant tout manipulée par les hommes de son entourage. Elle interrompit la cure, mais laissa à Freud un apport décisif, le concept de transfert. Il comprit alors que le patient ne perçoit pas le médecin tel qu'il est réellement, mais qu'il projette sur lui les figures marquantes de son passé. Si vous éprouvez de l'hostilité envers votre thérapeute, il se peut que vous dirigiez en réalité vers lui des sentiments liés à votre propre histoire. Freud ne recherchait pas de simples disciples, il voulait des défenseurs fidèles de sa vision. Au 19 Berggasse,
il fonda la Société psychanalytique de Vienne, un cercle d'hommes qui se réunissaient le mercredi et portaient même des bagues identiques gravées de divinités antiques. C'est dans ce cadre que se développa sa relation avec son fils spirituel, Carl Gustav Jung. Jung apparaissait comme l'héritier idéal, jeune, brillant et surtout non-juif, ce qui pensait Freud faciliterait l'acceptation de la psychanalyse par la science officielle. Pourtant, Jung commença à remettre en question l'accent mis par Freud sur la sexualité, avançant l'idée d'un inconscient collectif aux dimensions presque mystiques. La rupture fut violente. Freud, incapable de tolérer cette dissidence, l'écarta de son cercle. La tension entre eux fut si intense que Freud subit plusieurs malaises physiques au cours de leurs échanges. Pour lui, toute divergence théorique prenait la forme d'une trahison personnelle. Le conquérant se transformait peu à peu en tyran intellectuel. Demeurant seul dans son cabinet, entouré de statuettes de dieux disparus, tandis que le monde s'apprêtait à sombrer dans le carnage de la Première Guerre mondiale. Alors que le nom de Freud circulait dans les salons d'Europe, derrière les portes de son domicile au 19 Berggasse, un drame prenait forme. Un drame qui aujourd'hui mettrait à l'épreuve n'importe quel code éthique moderne. Sigmund n'était pas seulement un théoricien de l'âme, il était aussi un père qui décida de faire de sa propre famille un laboratoire vivant. Sa plus jeune fille, Anna, ne fut pas seulement son héritière intellectuelle, elle devint sa patiente la plus dévouée et pour certains la plus tragique. Pendant des années, dans une situation qui troublerait tout thérapeute contemporain, Freud analysa personnellement Anna. Soir après soir, la jeune femme s'allongeait sur le divan pour confier à son propre père ses fantasmes les plus intimes, ses peurs et ses conflits intérieurs. Cette transparence absolue forgea entre eux un lien d'une loyauté indéfectible, au point qu'Anna ne se maria jamais et ne construisit pas de vie en dehors de l'ombre de Sigmund. Elle devint l'Antigone de la psychanalyse, consacrant son existence à préserver la pureté des idées paternelles. Dans ce cabinet saturé de fumée de tabac, la frontière entre l'amour filial et l'expérimentation clinique se brouilla pour toujours. Mais Anna n'était pas la seule présence constante durant ces séances. Au pied du divan, un observateur silencieux semblait juger la sincérité des patients. Joffi, le Tcho-Tcho de Freud. Le père de la psychologie moderne, si méfiant envers la conscience humaine, accordait une confiance presque absolue à l'instinct animal. Lorsque Joffi s'éloignait d'un patient, Freud y voyait le signe qu'une vérité était dissimulée, qu'une résistance profonde était à l'œuvre. Il y a là une ironie frappante. L'homme qui prétendait cartographier la raison humaine en venait à se fier à l'odorat d'un chien pour confirmer ses intuitions. Si vous aviez arpenté les rues de Vienne en 1915 et gravi l'escalier du 19 Berggasse, vous ne seriez pas entré dans un simple cabinet médical, mais dans un sanctuaire presque archéologique. Freud ne croyait pas à la froideur impersonnelle des hôpitaux. Son bureau était recouvert de tapis persans, de lourdes tentures et abritait plus de 2000 statuettes anciennes. Divinités égyptiennes, bustes grecs, figures chinoises vous observant depuis chaque étagère. Pour lui, le psychanalyste n'était pas un médecin au sens classique, mais un archéologue, chargé de dégager les couches sédimentées de la mémoire afin de retrouver la cité enfouie du traumatisme infantile. Le rituel était immuable. Le patient s'allongeait sur le célèbre divan, tournant le dos à Freud. Cette disposition, devenue aujourd'hui l'icône de la psychologie, naquit d'une faiblesse très humaine de Sigmund lui-même. Il avoua qu'il ne supportait pas d'être fixé du regard pendant des heures. Assis derrière, hors du champ de vision, il écoutait ce qu'il appelait l'association libre. Il demandait aux patients de parler sans censure, sans chercher la cohérence, laissant les mots couler comme un fleuve. C'est ainsi qu'il en vint à considérer le langage comme traître. Lorsqu'un patient commettait un lapsus, ce que l'on nomme aujourd'hui un lapsus freudien, Freud n'y voyait pas un simple accident de parole, mais une révélation de l'inconscient. Si vous appeliez votre épouse par le prénom de votre mère, ce n'était pas une distraction, c'était le ça brisant l'espace d'un instant les chaînes du surmoi. Cet espace était aussi le théâtre de ses manies les plus rigides. Freud était esclave de la routine.
Il se levait à 7 heures, recevait ses patients jusqu'à 13 heures, déjeunait avec sa famille dans un silence presque total, parcourait le ring de Vienne d'un pas étonnamment rapide, puis consacrait ses soirées à écrire lettres et essais jusqu'au cœur de la nuit. Cette discipline quasi militaire constituait son armure contre ses propres névroses. Il souffrait d'une phobie particulière liée au nombre 62. Convaincu qu'il mourrait à cet âge, il évitait soigneusement tout hôtel ou toute chambre portant ce numéro. L'homme qui déchiffrait les peurs du monde vivait lui-même sous le poids de superstitions qu'il ne parvenait pas à dissiper. Comment une théorie née dans un modeste cabinet viennois a-t-elle fini par façonner la manière dont le monde entier se comprend lui-même ? La réponse réside dans l'extension de la psychanalyse vers la sociologie et l'art. Freud comprit que ces découvertes ne concernaient pas seulement l'individu, mais éclairaient aussi le comportement des sociétés, capables d'agir comme des foules irrationnelles. Dans Psychologie des masses et analyse du moi, il décrivit avec une lucidité troublante la façon dont les leaders charismatiques prennent la place du père idéal dans le surmoi des citoyens, les autorisant à commettre des actes de violence qu'ils n'accompliraient jamais seuls. Mais peut-être son héritage le plus concret et le moins évoqué doit-il beaucoup à son neveu, Edward Bernays. Celui-ci s'empara des théories de son oncle pour les appliquer à un domaine qui allait transformer le monde, les relations publiques et la publicité moderne. Si aujourd'hui vous achetez une voiture de sport parce qu'elle vous donne un sentiment de puissance ou un parfum parce qu'il promet de vous rendre irrésistible, vous répondez à une stratégie d'inspiration freudienne. Ainsi, Freud devint, presque malgré lui, l'un des architectes du consumérisme qui façonne encore notre époque. Dans le domaine créatif, la psychanalyse fut l'étincelle d'une explosion sans précédent. Le mouvement surréaliste n'aurait sans doute pas vu le jour sans Freud. Lorsque Salvador Dali peignait des montres molles ou des paysages oniriques, il cherchait à donner forme à ce que Freud avait décrit dans l'interprétation des rêves. Dali alla jusqu'à se rendre à Londres pour rencontrer celui qu'il admirait tant, réalisant un portrait du professeur où son crâne prenait l'allure d'un escargot. Freud, bien qu'il se montrât souvent sceptique face à l'art moderne, reconnut que les surréalistes étaient parmi les rares à avoir compris que le monde visible n'est qu'un masque recouvrant une réalité bien plus profonde et troublante, celle qui se déploie pendant le sommeil. Aujourd'hui, même si nombre de ces théories biologiques ont été dépassées, le langage de Freud est devenu celui du XXIe siècle. Des notions comme traumatisme, refoulement, ego ou déni font désormais partie de notre vocabulaire quotidien. Il nous a retiré l'illusion de l'innocence et nous a légué, en échange, la responsabilité de reconnaître nos propres zones ombres. Malgré son ambition de cartographier chaque recoin de l'inconscient, Freud reconnut presque à la fin de sa vie qu'un territoire lui demeurait encore étranger, la psyché féminine. Dans son cabinet, entouré de statues de déesses antiques, le conquérant de l'esprit se sentait parfois tel un naufragé. Sa célèbre question, formulée avec un mélange de frustration et de curiosité scientifique, résonne encore dans l'histoire de la psychologie. Was will das Weib ? Que veut la femme ? Pour Freud, la féminité n'était pas un état naturel, mais une construction complexe et souvent marquée par le traumatisme. Sa théorie, inévitablement façonnée par le patriarcat de la Vienne fin de siècle, affirmait que le développement de la femme était structuré autour d'un manque. C'est dans ce contexte qu'il formula le concept controversé d'envie du pénis, une idée qui suscita le rejet des premières vagues du féminisme ainsi que de plusieurs de ses propres collègues. Selon lui, la petite fille, découvrant la différence anatomique, éprouverait le sentiment d'avoir été castrée, ce qui engendrerait un complexe d'infériorité, ne trouvant, en théorie, sa résolution que dans la maternité. Pourtant, derrière cette vision, que nous jugeons aujourd'hui réductrice, se percevait une tentative presque fébrile de comprendre une force qui lui échappait. Tandis qu'il élaborait ses thèses controversées, Freud était entouré de femmes d'une stature intellectuelle remarquable, qui ne correspondaient en rien à ces schémas. La plus fascinante fut sans doute Lou Andreas Salomé.
Lou n'était pas une patiente docile, elle était une philosophe qui avait déjà captivé Nietzsche et Rilke avant de croiser la route de Freud. Elle fut l'une des rares à oser le confronter directement, avançant que la féminité ne relevait pas d'un manque, mais pouvait incarner une forme de narcissisme positif et créateur. Freud, qui supportait difficilement la dissidence de ses fils spirituels comme Jung ou Adler, éprouvait pour Lou une admiration presque mystique. Elle incarnait ce qu'il ne parvenait pas à enfermer dans un système, une intelligence qui ne demandait aucune permission pour exister. Cette tension se refléta également dans sa relation avec les hystériques de la Salpêtrière et de Vienne. Même si aujourd'hui nous critiquons certains aspects de sa pensée, il ne faut pas oublier que Freud fut parmi les premiers à prendre au sérieux la parole des femmes, à une époque où la médecine les considérait comme des simulatrices ou réduisait leurs troubles à des maladies de l'utérus. En les écoutant, en leur offrant un espace presque sacré sur son divan, il leur rendit la parole, même s'il tenta ensuite d'inscrire leur récit dans le cadre de ses propres présupposés victoriens. La grande paradoxe freudienne réside ici. Alors qu'il cherchait à définir la femme comme un être incomplet, il élaborda en même temps la méthode qui permettrait aux femmes du XXe siècle de se libérer de leurs chaînes intérieures. Il fut un libérateur sans saisir pleinement la portée de la liberté qu'il contribuait à ouvrir. Même au sein de son foyer, cette tension demeurait palpable. Son épouse Martha incarnait l'ordre domestique et la continuité de la tradition, tandis que sa belle-sœur, Minna Bernays, partageait avec lui une affinité intellectuelle profonde, et selon certains biographes, peut-être un attachement plus secret, toujours resté dans la pénombre de la Bergasse. Entre la mère, l'épouse, la fille patiente et la collègue brillante, Freud vécut entouré d'une présence féminine qui mettait à l'épreuve son besoin de maîtrise. En définitive, l'homme qui pensait avoir dévoilé les ressorts de l'âme humaine dut reconnaître que le désir féminin demeurait un hiéroglyphe dont il emporterait la clé avec lui. La Grande Guerre transforma Freud. Voir une Europe dite civilisée se déchirer dans les tranchées le conduisit à une conclusion troublante qu'il formula dans « Au-delà du principe de plaisir ». Jusqu'alors, il pensait que l'être humain était essentiellement guidé par la recherche du plaisir. Désormais, il reconnaissait en nous l'existence d'une pulsion de mort, le thanatos. Cette force obscure nous pousse à répéter nos erreurs, à détruire ce que nous aimons et au plus profond à aspirer au retour vers le calme inerte de la poussière. Ce pessimisme n'était pas seulement d'ordre philosophique, il était devenu physique. Freud payait le prix de ce qu'il aurait lui-même appelé une phase orale non résolue, une dépendance irrépressible au cigare. Il en fumait une vingtaine par jour, même lorsque son palais commença à lui faire souffrir de manière inquiétante. Le diagnostic fut sans appel, un cancer de la mâchoire particulièrement agressif. À partir de 1923, sa vie se transforma en un long calvaire ponctué de 33 opérations. On lui posa une prothèse imposante, faite de métal et de caoutchouc, destinée à séparer la bouche de la cavité nasale. Un appareil qu'il surnommait lui-même le monstre. Manger devint un supplice, parler une épreuve constante, et la prothèse provoquait des plaies qui ne cicatrisaient jamais vraiment. Pourtant, il refusa les traitements puissants qui auraient pu altérer sa lucidité. « Je préfère souffrir et penser clairement que me sentir à l'abri dans le brouillard », affirmait-il. C'est dans cet état de douleur chronique qu'il écrivit « Le malaise dans la civilisation », son ouvrage le plus sombre, où il conclut que la civilisation est une prison nécessaire. Pour vivre ensemble, nous devons réprimer nos pulsions, et cette répression nous condamne à une insatisfaction durable. Freud n'analysait plus seulement des individus, il procédait à une véritable autopsie de l'humanité. Le monde extérieur devint bientôt aussi menaçant que la maladie qui rongeait son visage. En 1933, sur les places de Berlin, les nazis jetèrent ses ouvrages au feu. La réaction du vieux professeur fut marquée par une ironie fidèle à son tempérament. Quel progrès! Au Moyen-Âge, il m'aurait brûlé moi. Aujourd'hui, il se contente de brûler mes livres. Mais l'ironie céda la place à l'angoisse lorsqu'en 1938, Hitler annexa l'Autriche. La Gestapo fit irruption dans sa maison. Anna fut arrêtée et pendant une journée entière, Freud erra dans son cabinet comme un lion en cage, redoutant que sa fille ne soit torturée.
Grâce à l'intervention de la princesse Marie Bonaparte et à l'appui de diplomates américains, il obtint finalement l'autorisation de s'exiler à Londres. Mais le prix à payer fut amer. Il dut signer une déclaration officielle attestant que les nazis l'avaient traité avec respect. Dans un ultime geste de défi intellectuel, il ajouta sous sa signature une phrase empreinte d'ironie. « Je peux chaleureusement recommander la Gestapo à quiconque. » Freud arriva à Londres tel un prophète déjà condamné. Ses 4 sœurs, restées à Vienne, finiraient leurs jours dans les chambres à gaz, un destin tragique qu'il n'eut pas à connaître. En septembre 1939, à peine 3 semaines après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'odeur de la nécrose qui gagnait sa mâchoire était devenue si insoutenable que même son chien Joffy se retirait au fond de la pièce. Freud appela son médecin, Max Schur, et lui rappela leur pacte. « Vous m'avez promis de ne pas me laisser souffrir lorsque le moment viendra. » Avec l'accord d'Anna, Schur lui administra 3 fortes doses de morphine. L'homme qui avait consacré sa vie à réveiller l'humanité de ses illusions s'enfonça alors dans un sommeil dont il ne se réveillerait jamais. Ce voyage au cœur de l'inconscient nous laisse face à un homme qui, avec ses grandeurs et ses contradictions, a transformé à jamais la manière dont nous nous regardons. Sigmund Freud a ouvert une porte, mais il ne fut pas le seul à s'aventurer au-delà. Si vous souhaitez découvrir l'autre versant de cette histoire, celui du disciple devenu rival, qui choisit d'explorer non seulement les traumatismes, mais aussi la spiritualité et les mythes collectifs, ne manquez pas notre analyse consacrée à Carl Jung, afin de comprendre la grande rupture qui a divisé la cartographie de l'âme humaine.